Grâce aux experts des services internationaux de la Banque nationale, les plus nombreux au Québec, Jacques et Philippe ont décroché un important contrat en Chine d'une valeur de plus de 100 000 $. Pardon? Pas 100 000, 1 million. 1 million? 1 million de dollars? 1 million de dollars, mais bravo! 1 million, quel talent! 1 million! Mais vous vous rendez compte? Ouais, on recommence. Avec la Banque nationale, Jacques et Philippe partent à la conquête d'un continent, d'un monde. Ce soir, au téléjournal, manifestations et affrontements à Londres, le voyage périlleux de la flamme olympique. Le Tibet au cœur d'un mouvement anti-chinois. Un soupir de soulagement. Ça fait longtemps qu'on attend. L'hiver est fini, enfin la fièvre du printemps. Première fois sur mon vélo, moi, je suis tellement contente. Behold his mighty hand! Charlton Heston n'est plus un acteur légendaire et un militant controversé. From my cold, dead hands! Mesdames et messieurs, bonsoir. La question du Tibet fait vaciller la flamme olympique. Le célèbre flambeau, supposé symboliser l'amitié entre les peuples, a connu un passage mouvementé à Londres. Plusieurs milliers de manifestants ont sérieusement perturbé le passage officiel de la flamme, que certains ont même tenté d'éteindre. La torche doit s'arrêter dans 130 villes de 5 continents avant d'être ramenée à Pékin pour les Jeux du mois d'août. Et Azef Voldegorgis, c'est un périple mondial qui risque d'être assez mouvementé. Oui Céline, le parcours de la flamme olympique a été perturbé à plusieurs reprises, mais la police était préparée. La question du Tibet domine l'actualité internationale et les manifestants attendaient le flambeau olympique de pied ferme. Ils réclament le boycottage à tout le moins de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Pékin. Il y avait longtemps qu'un flambeau olympique n'avait causé autant de controverses. Cette flamme, symbole de l'excellence sportive et de l'esprit olympique, a entamé son itinéraire de 50 km au stade de Wembley ce matin, sous la neige. Un flambeau olympique escorté par une trentaine de personnes, dont une dizaine d'officiers chinois, avec en plus de 2000 policiers londoniens mobilisés. Une flamme aussi protégée qu'un chef d'État. Mais ceci n'a pas empêché les manifestants de se faire entendre. Un homme tente même de s'emparer du flambeau. Il est tout de suite maîtrisé par la police. Arrêtez le génocide et libérez le Tibet, scandent les manifestants. La flamme, elle, continue son parcours. Puis 2 hommes tentent de l'éteindre avec un extincteur. J'ai essayé d'éteindre la flamme, dit-il, parce que la Chine n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait. L'ambassadrice de Chine en Grande-Bretagne a elle aussi porté le flambeau, mais a dû modifier son parcours à la dernière minute pour des raisons de sécurité. Elle s'est rendue dans le quartier chinois où elle a été acclamée. Puis le Premier ministre Gordon Brown accueille le flambeau à Downing Street, mais il ne le touche pas. Le gouvernement a toujours affirmé qu'il ne boycottera pas la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin. Parallèlement à la cérémonie olympique, une autre manifestation en solidarité avec le peuple tibétain. Ici, on a allumé une autre flamme, celle de la dissidence. Une flamme allumée au nom de la justice, dit-il, jusqu'au jour où le Tibet décidera de son avenir. Cette flamme est le symbole de notre lutte pour la liberté, dit cette Canadienne d'origine tibétaine. Pour que les Tibétains vivent sans peur, c'est la flamme de la vérité. Mais pour beaucoup d'athlètes, pas question de mêler le sport à la politique. Il ajoute, pour un athlète, participer aux Jeux olympiques est un des plus grands honneurs. La flamme olympique, elle, a terminé son parcours à Greenwich, dans le sud-est de Londres, avant de se rendre à Paris. Un flambeau olympique embarrassant qui doit arriver en Chine le 4 mai prochain. Azef Voldegorgis, Radio-Canada, Londres. En Russie, une ultime rencontre entre George Bush et Vladimir Poutine, qui sont tous deux en fin de mandat. Ils ont discuté du projet de défense antimissile global, un sujet qui a longtemps été source de discorde entre les États-Unis et la Russie. Si la question n'est toujours pas réglée, le ton a cependant baissé d'un cran entre George Bush et Vladimir Poutine. Alexandra Chatska, ce tête-à-tête entre les deux présidents avait des airs de rencontre improvisée.
Cette rencontre, Céline, a été aussi brève qu'imprévue. En fait, elle a été décidée il y a à peine quelques jours et a duré moins de 24 heures. Elle a donné lieu à la signature d'un document, mais elle visait surtout à apaiser les tensions entre les deux leaders et entre les deux pays. Le président Bush a mis beaucoup d'espoir dans cette 28e et dernière rencontre avec son homologue russe. Leurs relations plutôt amicales remontent à leur premier contact à Ljubljana, en Slovénie, alors qu'ils étaient tous les deux au début de leur premier mandat. Mais la lune de miel a été de courte durée. Le bouclier antimissile que George Bush veut à tout prix installer en Pologne et en République tchèque, l'élargissement de l'OTAN à l'Est ainsi que les questions de désarmement ont empoisonné les rapports entre Moscou et Washington. Voilà que le document cadre stratégique signé à Sochi apaise pas mal les tensions. Nous avons passé beaucoup de temps à en finir avec la guerre froide, a dit George Bush. C'est maintenant chose faite. Le document dont nous avons obtenu copie parle de partenariat plutôt que de compétition stratégique, de respect mutuel plutôt que de menaces. L'élément central, c'est le fameux bouclier antimissile qui devra être conçu en collaboration entre les États-Unis, la Russie et l'Europe. Vladimir Poutine se dit modérément optimiste. Je voudrais être bien compris. Notre approche fondamentale de ce plan n'a pas changé. Le futur président Dmitri Medvedev, considéré comme libéral et plus pro-occidental, aura carte blanche pour continuer la politique de la détente. Percée significative selon le président Bush, sujet à optimisme modéré selon Vladimir Poutine, chose certaine, le document signé à Sochi est bien loin de l'acrimonie des derniers mois. Visiblement, les deux présidents qui entament leur ultime tour de piste avaient bien besoin de laisser pour la postérité l'image de deux leaders responsables et matures qui s'apprécient mutuellement malgré leurs différences. Alexandra Chatska, Radio-Canada, Sochi. Au Zimbabwe, plus d'une semaine après l'élection présidentielle, les résultats se font toujours attendre. L'opposition qui s'est déclarée vainqueur s'est adressée au tribunal pour exiger la publication des résultats. La Cour doit rendre sa décision demain. Mais le parti au pouvoir du président Robert Mugabe demande un nouveau dépouillement des votes. Des manifestations en appui à Ingrid Betancourt ont eu lieu dans plusieurs villes de France. À Paris, des milliers de personnes vêtues de blanc sont descendues dans la rue. L'épouse du président français, Carla Bruni-Sarkozy, s'est mêlée à la foule. Elle a promis de ne pas abandonner la partie. Le beau temps devrait s'installer pour quelques jours dans le sud-ouest du Québec et favoriser la fonte des neiges. Mais comme il en est tombé vraiment beaucoup cet hiver, on craint des inondations. Une situation surveillée de près par la sécurité civile. Alexis Delancer. Raymond Damien est sur le qui-vive. Depuis les derniers jours, ce riverain de la municipalité de Carignan observe attentivement les mouvements de glace et le niveau d'eau de la rivière l'Acadie. Et il craint le pire. Si nous restions ici, nous aurions demain matin probablement de l'eau jusqu'au niveau de mes bottes. Si tout arrive d'un coup, là, c'est l'enfer. Un enfer que veut éviter le maire de Carignan. On souhaite vraiment que le bouchon puisse se défaire. Et à ce moment-là, on devrait s'en tirer assez bien. Mais sinon? Sinon, c'est sûr que là, par exemple, on a vu des résidents tout à l'heure dont la maison avait été menacée par les eaux. Mais pour l'instant, à Carignan, comme dans l'ensemble de la région sud-ouest de la province, aucune inondation ou dégâts majeurs n'ont été signalés. Je pense que tout a été mis en place pour bien sensibiliser les gens, mais surtout réagir rapidement si jamais il y avait un débordement, il y avait une situation critique. La température et la présence ou non de précipitations sont donc des facteurs clés pour les prochains jours. Une chose est sûre, la fonte des neiges va se poursuivre. Reste à voir à quel rythme et si les rivières arriveront à contenir la crue des eaux. Montréal, les glaces vont commencer à bouger, alors, et on va voir les débits monter, parce que cette neige-là, il faut qu'elle fonde, il faut qu'elle passe, mais on va suivre la situation. Et la situation peut changer à tout moment. Ah, regardez, si vous voulez filmer, ça vient de partir. Ça vient de partir, ça veut dire que l'embâcle en aval vient de lâcher. Ah non, dans 10-15 minutes, on passe plus.
Et voilà que l'unique accès à la propriété de Raymond Damien a été inondé en un rien de temps. Ce lundi, le gouvernement tiendra une vaste opération d'information et de sensibilisation afin de faire le point sur l'état des rivières et des mesures préventives en place. Mais déjà, le message des autorités est clair, la prudence est de mise. Alexis Delancer, Radio-Canada, à Carignan. Mais malgré les inconvénients incontournables, il y a aussi tout lieu de se réjouir du retour du printemps. L'attrait des terrasses, les premières balades à vélo. Après un si long hiver, tous les prétextes sont bons pour s'abandonner aux douceurs du climat. Jacques Bissonnet. On l'attendait depuis longtemps, mais cette fois, ça y est. Les terrasses, le baromètre du beau temps au Québec, ouvrent enfin. On est tellement bien dehors que première fois de l'année. Autre signe avant-coureur, la première course de l'année en short. Il était temps ou... Ah oui, ça fait du bien. Plus de chapeau, plus de gants, le col ouvert. On s'en va sur le bon bord. Les bicyclettes sont sorties du garage. Pas sur mon vélo, moi, je suis tellement contente. Ce marchand de vélo croyait que ça n'arriverait jamais. On est en retard dans la saison. Autre signe de l'arrivée du printemps, les séries de la Coupe Stanley, avec cette année des Québécois confiants. Le Canadien va gagner? Sûrement contre Boston, on a gagné les 8 dernières, fait pourquoi qu'on ne gagnera pas les séries, c'est sûr. Et là, c'est sûr, c'est le signal qui ne trompe pas. Toujours le premier terrain rouvert au Québec, on l'est encore cette année. Des allées non pas bordées par des fosses de sable, mais par un mot à oublier. Des verres pas tout à fait de couleur verte encore, mais qu'à cela ne tienne pour ces passionnés. Ouais. Ça fait longtemps qu'on attend. Surtout que vendredi a neigé, fait qu'on espérait que dimanche on peut jouer. On s'est pratiqué en masse dans le salon. Puis là, ben, on va